Quelques minutes après le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo, un responsable est désigné par les autorités, Al-Qaïda. Mais très vite, des internautes révèlent des anomalies qui remettent en cause la thèse islamiste. En réalité, l'opération serait un complot des États-Unis. C'est la CIA qui aurait manipulé des islamistes pour perpétrer un attentat. Mais très vite, des internautes repèrent des bizarreries qui jettent le doute sur la thèse américaine. En réalité, l'opération serait un complot d'Israël. C'est le Mossad qui aurait manipulé des Américains afin qu'ils manipulent des islamistes. Mais très vite, des internautes pointent des contradictions qui invalident la thèse israélienne. En réalité, l'opération serait un complot des lézards extraterrestres qui vivent au centre de la Terre. Ils auraient manipulé des Israéliens afin que ceux-ci manipulent des Américains chargés de manipuler des islamistes. Le complot, c'est le nouveau mot à la mode, tantôt arme politique, outil de critique du pouvoir, courant idéologique dangereux ou bonne recette de journaliste, il y en a pour tous les goûts. Des complots politiques. Un piège, c'est possible, un complot, nous verrons. Des complots financiers. Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, they knew what was happening. Des complots idéologiques. Et bien sûr, des complots extraterrestres. Do you still think the royal family were shape-shifting lizards? Yes, I do. Mettons 2 minutes les aliens de côté et revenons sur Terre. Car bien sûr, des réseaux d'influence, des sociétés secrètes et des complots, il y en a eu, il y en a et il y en aura toujours. Quand Brutus tue César, c'est un complot. Il n'est pas tout seul. Lorsque Ravaillac tue Henri IV, c'est un complot. Il n'est pas tout seul. Enfin, on pourrait sans fin citer tous ces grands faits de l'histoire de France et de l'histoire du monde. Ainsi, certaines des plus romanesques pages de l'histoire se sont écrites à l'encre noire de la conspiration. Mais depuis le 11 septembre 2001, il n'y a plus une actualité qui ne soit pas cuisinée à la sauce complot. On connaissait les comploteurs, il faudra faire désormais avec les complotistes. We came down, it looked like a bomb went off in the lobby. There was no fire, it just looked like a bomb went off. So I believe the bomb hit the lobby first, and a couple of seconds in the first plane hit. Ce serait une grave erreur de penser d'abord que c'est un petit groupe minoritaire, un peu actif, et que la grande majorité de l'opinion publique et des institutions, des médias, des politiques en seraient préservés. Je pense qu'on est aujourd'hui à un stade où toutes les strates de la société sont touchées par ce phénomène. Je dirais qu'en tout cas, le complot, ou la théorie du complot, la figure du complot, est un élément inhérent de notre modernité et de notre temps. Voilà. On peut difficilement penser les temps que nous sommes en train de vivre sans référence à cet aspect de notre imaginaire. Voilà. Alors pourquoi passons-nous notre temps à imaginer des conspirations ? Le complot est-il le signe d'une immense fragilité des démocraties modernes, à l'heure d'Internet et de la globalisation ? Et si, en soulevant le masque des complotistes, c'était nous que nous mettions à nu ? C'est la crise majeure. Ou plutôt les crises. Crise économique, crise internationale, crise environnementale, crise des migrants, crise des éleveurs, crise des médias, bref, c'est la crise de nerfs. C'est un fait que, lorsque les choses vont plutôt bien, les gens cherchent moins facilement des ennemis cachés qui corrompent, détruisent et manipulent. Donc le mythe du complot est aussi un mythe pourtant de crise. C'est lorsque les choses vont mal, lorsque les gens ont l'impression que les institutions ne fonctionnent pas, que le chômage se répand, qu'il y a des dangers, des risques plus ou moins fantasmés de guerre civile ou d'agression, attentats terroristes, etc. Donc c'est aussi un terreau très favorable pour l'apparition de mythologie du complot. D'ailleurs, les toutes premières théories du complot sont apparues lors d'une crise
que nous autres, Français, considérons évidemment comme la mère de toutes les crises. Le phénomène du complotisme est assez moderne, c'est-à-dire que le phénomène du complotisme, les théories du complot, ça apparaît avec la Révolution française. La première théorie du complot, c'est le livre Les Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme d'Augustin Baruel, qui dit que la Révolution française était un coup d'État organisé par les francs-maçons pour faire advenir le règne de Satan. Donc ça, c'est la toute première théorie du complot. 2 siècles plus tard, les loges maçonniques continuent d'amalgamer tous les fantasmes. La pyramide à l'œil et les secrets qu'elle renferme fascinent toujours autant. Mais en temps de crise, les francs-maçons ne sont pas les seuls boucs émissaires. wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Pourquoi le nazisme a tant fonctionné auprès du peuple allemand? C'est que l'Allemagne était ruinée, l'Allemagne était au bout, et tout d'un coup on leur balance des solutions toutes faites en disant c'est les juifs responsables. Alors évidemment, ça nous paraît complètement absurde, mais ces gens-là, croyez, c'était du conspirationnisme. Mais dans du conspirationnisme, je dirais puissance 1000, parce que ça aboutit à la Shoah. On voit apparaître maintenant la recherche de sens, de vérité, de bouc émissaire, parce que les conditions se dégradent. Et vous remettez quoi en cause dans les discours conspirationnistes? Vous remettez en cause les élites, entre guillemets, parce qu'on pourrait discuter sur le terme de l'élite. C'est qui les élites? C'est les hommes politiques qui nous gouvernent, les chefs d'entreprise, les journalistes qui font partie du système, tous ces gens-là qui ont l'impression de réussir, et nous, on a des problèmes, on ne vit pas sur la même planète, donc ça veut dire que ces gens-là se tiennent les coudes. Quand on rate un examen, c'est que l'énoncé est écrit en chinois. Quand les fins de mois sont difficiles, c'est la finance qui vole notre argent. Et quand une population se sent dominée, c'est l'Empire occidental qui cherche à imposer le nouvel ordre mondial. La morale de l'histoire, c'est que dès que ça va mal, on fait appel au grand méchant loup. Les petits-enfants ont grand besoin qu'on leur raconte des histoires de sorcières, d'ogres, de dragons, de monstres effrayants. Ils en ont grand besoin et il ne faut surtout pas édulcorer ces histoires-là qui sont assez terribles chez Perrault, chez Andersen, parce que ça permet de donner un nom, un visage à des angoisses très profondes. La haine et l'angoisse ont besoin d'avoir des cibles, d'avoir des objets qu'on puisse nommer. Sinon, bon, c'est un ennemi diffus, c'est un ennemi sans visage, donc d'autant plus angoissant. Donc nommer l'ennemi apaise l'angoisse, sans aucun doute. Le complot, c'est la nouvelle psychothérapie d'une époque en pleine crise existentielle. Une perte de sens globale qui a commencé avec la fin des grands récits collectifs. On est sorti d'un XXe siècle qui a engendré beaucoup de désillusions sur un plan idéologique, sur un plan religieux, sur un plan politique. C'est-à-dire que toutes les grandes utopies, tous les grands projets de société se sont plus ou moins cassés la figure, on pourrait dire. En 1989, c'est à grands coups de pioche que l'idéologie communiste a laissé le champ libre au libéralisme, qui a proposé aux hommes un Dieu dont le paradis n'est pas pour tous. Dans un monde qui est fortement désenchanté, dans lequel on n'a plus de récits communs, où on a très peu de récits communs, et ben pour d'aucuns, pour certains, le motif du complot est utilisé pour pouvoir retrouver la face, pour pouvoir trouver une raison à des événements dramatiques qui sont vécus. L'imaginaire du complot résulte d'un refus de voir sombrer le monde dans les inégalités. Mais plutôt que de reconnaître notre responsabilité collective, nous préférons désigner un coupable. C'est nettement plus confortable. Ne pleurez pas, Larmina. Cherchez plutôt à qui profite le crime. À qui profite le crime? Ce genre de phrase toute faite trahit notre incapacité à accepter les coïncidences. Si quelque chose arrive, ça n'est jamais par hasard. C'est qu'il y a une cause derrière. Peut-être même une cause cachée. L'homme, l'être humain de manière générale, est un être social. Et cet être social n'aime pas du tout le hasard. Il a besoin d'explications à ce qui lui arrive. On a du mal à accepter le fait que ce qui nous arrive personnellement ou collectivement soit dû au hasard ou aux aléas de la nature. Donc on va chercher une explication
à tout ce qui arrive dans l'environnement, soit ce qui nous concerne, soit, je sais pas moi, le décès d'une star ou d'un homme ou d'une femme politique. Et cette recherche d'explication, elle peut prendre différentes formes. On peut faire référence à Dieu, voilà, c'est une possibilité. On peut faire référence à la nature avec un grand N, une sorte de pensée téléologique. Ou on peut aussi, également, faire référence à une pensée de type complotiste. C'est une proposition intellectuelle qui est très tentante pour relire des faits, en particulier quand une version historique des faits ne vous convient pas. Quand ces faits sont particulièrement douloureux, comme par exemple une catastrophe naturelle, on a envie d'entendre que ce dont on a souffert n'est pas seulement le fait du hasard de la production de la nature, mais pourquoi pas d'une intention mauvaise. The usual welcoming committee presents Mrs. Kennedy with a bouquet of red roses. Prenons la mort de JFK. La commission Warren, chargée de l'enquête, n'a jamais trouvé la moindre preuve d'une conspiration. Et pourtant, c'est bien cette thèse qui domine encore aujourd'hui dans l'opinion publique. Quand le 22 novembre 1963, John Kennedy tombe sous les balles d'un tueur à Dallas, l'Amérique ne manque pas d'ennemis de l'Union soviétique à Cuba. Mais l'assassin Lee Harvey Oswald, assassiné à son tour, ne figurait ni sur les listes des dizaines de milliers de suspects du FBI, ni sur celles des 200 ou 300 fichiers dangereux. Tueur, fou, machination, aujourd'hui encore l'Amérique s'interroge sur les 7 secondes qui ont changé son histoire. L'Amérique est en réalité tellement stupéfaite qu'elle ne peut croire à une explication officielle et simple. Aucune théorie ne peut donner du sens au drame. On est comme ça. Devant l'incompréhensible, on doit trouver une explication satisfaisante. On ose imaginer qu'un président d'une grande puissance meurt en glissant dans sa salle de bain sur un savon. Ça n'est pas possible. S'il meurt dans sa salle de bain en glissant sur une savonnette, c'est parce que cette savonnette a été mise ici par quelqu'un de manière délibérée. Ça, il y a plusieurs études qui montrent que pour les individus, un événement qui a des conséquences importantes ne peut avoir qu'une cause importante. Un autre facteur gêne notre soif de réponse, la complexité du monde. Depuis la chute du mur de Berlin, il n'y a plus les bons Américains et les méchants Russes. Les enjeux géopolitiques, décryptés par les innombrables spécialistes, brouillent notre lecture du monde. On va aller quand même jeter un coup d'œil du côté de l'Extrême-Orient pour clarifier la situation avec Régis Vierieux. Vous pouvez nous expliquer ça en 2 coups de cuillère à peau? Oui, en effet, Guillaume. Je me suis entretenu avec le haut responsable sunnite de Beyrouth-Est et il ressort que la situation maintenant est fort claire. En effet, si les maronites modérés du sud Liban redonnent aux alaouites du mouvement dur le contrôle du nord de Beyrouth-Ouest, ils ne s'opposeront pas à ce que les chiites Amal demeurent à l'extrême est de Beyrouth Sud. Reste à savoir toutefois ce que les Kurdes du mouvement Kahal feront avec ou sans l'aide des moudjahidines sunnites du clan Afat. Cela dit, si les Tamouls de Palestine restent neutres et surtout si les Askénazes bouddhistes des territoires occupés demeurent divisés, on ne voit vraiment pas comment les calvinistes musulmans du Cheikh Habib pourraient... Je crois qu'il est de plus en plus difficile de se faire une représentation valable de la manière dont le monde fonctionne, dont nos propres sociétés démocratiques fonctionnent. Un phénomène comme la mondialisation, par exemple, qui est difficile à cerner, qui est complexe, et qui n'a pas été consciemment voulu par un petit groupe d'individus, par exemple. Je veux dire, ça s'est fait comme ça parce qu'il y a eu des révolutions technologiques, économiques, parce que y a des tas de raisons à ça. Mais personne n'a appuyé sur un bouton à un moment pour qu'on démarre la mondialisation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait faire fi de la complexité de la réalité. C'est ça. C'est de penser que les faits pourraient être... ne pourrait avoir qu'une seule cause et qu'un seul responsable et qu'un seul coupable. Il y a quand même une forte logique de simplification du réel, d'évacuation des paramètres, des nuances. Là où un fait est produit par 1000 causes, ils vont focaliser leur attention sur une cause, et quelquefois ils ont raison, il y a bien, cette cause-là est bien impliquée. D'accord, mais sauf que c'est infiniment plus complexe que cela. Mais en focalisant votre attention sur une cause, par exemple, je sais pas moi, les francs-maçons ont voulu que, je sais pas moi, le RMI existe, etc. Ok, c'est un facteur parmi 1000 autres qui ont influencé les choses. Mais vous pouvez aussi raconter cette histoire comme ça. Elle n'est pas tout à fait fausse, n'est-ce pas? Mais il y a quelquefois des formes de vérité qui sont des mensonges en réalité. Face à un monde au fonctionnement indéchiffrable, on n'est pas loin de se sentir un peu crétin. Mais l'imaginaire du complot est là. Il donne l'illusion de comprendre le monde. Et ça fait du bien. C'est un schéma interprétatif qui est facile à mémoriser d'abord,
et donc qui va bien avec notre paresse intellectuelle a priori, quoi, si vous voulez. On sait qu'on est des paresseux cognitifs. Et donc le conspirationnisme, il permet de combler notre besoin de réponse et de représentation. En cela, il met vraiment au défi, si vous voulez, toute la société, parce qu'il apporte vraiment des réponses simples à des réalités compliquées, quoi. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. Cette démocratie, soi-disant vérolée, a finalement porté Trump jusqu'à la Maison-Blanche. Mais sa critique est caractéristique de la rhétorique complotiste. La démocratie serait une apparence, le peuple n'y serait pas vraiment représenté, elle serait contrôlée par des puissances cachées. La question de la démocratie, elle est centrale en tout cas dans la pensée complotiste, ça c'est clair. Alors est-ce que c'est trop de démocratie ? Je ne sais pas si c'est trop de démocratie. Ce qui est sûr, c'est que c'est une exigence très grande à l'égard de la démocratie. En fait, je dirais plutôt que c'est une déception souvent à l'égard de la démocratie. Quand on parle avec des jeunes adhérents en théorie du complot, c'est quelque chose qu'ils disent beaucoup. C'est de dire la démocratie nous a promis beaucoup de choses et ce qu'on voit n'est pas à la hauteur des promesses. La démocratie, c'est un régime par définition déceptif. C'est-à-dire que, évidemment, que la démocratie qui place le peuple au pouvoir, aux commandes, ne réalise pas pour autant immédiatement le bien du peuple, en toutes circonstances. Je veux m'engager sur le plein emploi, 5% de chômeurs à la fin de mon quinquennat. Et ce travail, on ne nous demande pas, nous, une obligation de moyens, Madame Chabot. On nous demande une obligation de résultat. C'est quand même extraordinaire. La démocratie, il faut qu'elle vive. Si on s'engage sur 5% de chômeurs et qu'à l'arrivée, il y en a 10, c'est qu'il y a un problème. Et toutes ces promesses non tenues ont généré un paquet de déçus du système, comme on dit. Dès que je pense que j'ai un rôle à jouer, que moi, en tant que citoyen, je peux, par mon vote, changer le système, je peux élire tel ou tel candidat ou telle candidate. À partir du moment où j'ai une certaine forme d'espérance ou de croyance dans le système, là, je deviens plus critique sur le système. Parce que si j'ai l'impression que mon vote, que mes protestations ne changent rien, je vais essayer de trouver, encore une fois, une cause. Nous sommes bien dans une dictature oligarchique, tenue par l'élite financière et non pas dans une démocratie. Le gouvernement vole notre vocabulaire et utilise la langue de bois pour nous bercer d'illusions et faire de nous de bons petits moutons dociles et obéissants pour leur faire accumuler encore plus de richesses pendant que nous trimons pour un salaire de misère et de moins en moins de liberté. Le peuple ne croit plus le gouvernement ni les médias, qui sont tenus par des multinationales et des banques pour manipuler l'opinion publique et éviter toute révolte à leur égard. Ceux qu'on croit les maîtres réels, ceux qui semblent avoir le pouvoir réel, par exemple, un républicain, le président de la République, le gouvernement, etc., ceux-là ne sont pas les vrais maîtres. Ce ne sont que des marionnettes dont les maîtres cachés tirent les ficelles dans l'ombre. Voilà, ça me paraît central dans la mythologie du complot. Donc il y a une conception très étrange dans laquelle le pouvoir réel n'est pas le pouvoir apparent. Le complot, il reconstitue l'idée, si vous voulez, d'un pouvoir absolu. L'idée, c'est que le peuple au pouvoir est un monarque absolu qui devrait réaliser évidemment le bien public immédiatement. Et s'il ne le réalise pas, c'est qu'il y a des obstacles, et s'il y a encore des obstacles, c'est qu'il y a des gens dans les coulisses qui font en sorte que le bien public ne se réalise pas. Il y a des gens qui complotent. Voilà, c'est ça fondamentalement le schéma. Donc il y a sans doute aussi au cœur de la modernité démocratique les germes d'un développement complotiste ultérieur. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Truc-Muche et l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache-caché, cache-tampon, Colin, Maillard et Tartampion. Ce sont les rois de l'information. Sauf que depuis Jacques Dutronc, il y a eu Internet et ses effets sur la vie privée.
Le transparent est la nouvelle couleur tendance, surtout dans la vie politique. Mais cette exigence est évidemment toujours déçue. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'acteurs sur le marché public d'information cherchent à nous mentir. Et a fortiori, les politiques, par exemple, cherchent à nous mentir sciemment ou à déguiser des vérités, etc. Et évidemment, nous donnent l'impression qu'on nous ment tout le temps. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. C'est pas qu'il y a plus de tromperies qu'auparavant, c'est qu'on est beaucoup plus au courant qu'auparavant de ces tromperies. Alors c'est paradoxal, on devrait se dire « Ah ben on peut être rassuré, aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile de nous tromper », mais ça nous donne l'impression inverse, ça nous donne l'impression paradoxale qu'on nous trompe de plus en plus. C'est inhérent au fonctionnement démocratique. Bon, il s'agit de percer la muraille de secret qui cachait le mystère ultime du pouvoir. Mais bon, le problème c'est que plus on cherche à briser cette muraille, plus elle se reconstitue. C'est-à-dire le pouvoir apparaît pour ce qu'il est, c'est-à-dire normal, nu, simple, au fond assez impuissant, incapable d'agir sur la réalité, de résorber le chômage, de faire face au terrorisme, etc. Donc il apparaît au fond assez lamentable et démuni. Et ressurgit alors l'impression que derrière, il y a comme une poche de secret, une poche opaque, un noyau, un foyer de mystère irréductible, qui résiste à l'investigation. C'est ainsi qu'émergent les théories autour de groupes comme Bilderberg. Bilderberg, c'est une réunion annuelle et officieuse des puissants de ce monde. Si ces réunions suscitent la colère de certains groupes militants, c'est parce qu'elles se tiennent dans le plus grand secret, suscitant tous les fantasmes. Résultat, les vidéos qui les accusent du pire pullulent sur Internet. Les médias n'ont pratiquement pas parlé de ce nouvel ordre mondial. La preuve qu'ils sont contrôlés par les Bilderberg. Ces journalistes plus attirés à se faire admirer que de dire ce qui se passe vraiment. C'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Et quand les hommes politiques s'y mettent, difficile de ne pas leur emboîter le pas. François Fillon, je lui dis, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'Évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Quand vous avez un fantasme sur le groupe Bilderberg pour le Bohemian Club, oui, il y a des raisons logiques de se poser des questions. Quand vous mettez en cause l'assassinat de Kennedy, oui, il y a des raisons logiques de se poser des questions. Donc, tous ces gens qui se posent des questions, qu'on met dans cette sorte de famille conspirationniste, eh ben, ces gens-là, à la base, doutent. Mais après, selon les uns, ça peut aller très loin. Difficile de résister à la tentation de combler les vides et les non-dits avec notre imagination. Les lanceurs d'alerte, par exemple, révèlent des indices sur les programmes des agences de renseignement, mais ce faisant, ils confortent un imaginaire autour des plans inavouables des gouvernements, ourdis dans les cabinets noirs et servis par les barbouzes. Un collectif d'artistes allemands a créé une installation nommée Call a Spy. 2 cabines téléphoniques permettent d'appeler de vrais numéros dans les agences de renseignement du monde entier. L'idée ? Casser la barrière de mystère entre les citoyens et les services secrets en leur permettant de parler avec de vrais espions. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Je suis bien à la NSA? C'est Jenny Rachis à l'appareil. Qui est au bout du fil? Donnez-moi au moins votre prénom. Vous pouvez donner un faux prénom si vous voulez. Ce qu'on essaie de faire avec ce projet, c'est d'humaniser la surveillance, de créer des connexions entre les êtres humains, entre ceux qui sont surveillés et ceux qui les surveillent. On commence la conversation et quand on raccroche, on comprend que c'est juste un autre humain au bout du fil. On a tous eu des conversations qui ont changé notre perspective sur les choses, qui ont même changé nos vies. D'une certaine façon, avec le projet Call a Spy, on espère créer des conversations de ce type-là. On ne sait jamais. Vous êtes bien de la NSA, non? Non, ne raccrochez pas. Parfois, il raccroche. Souvent. Rien ne sera jamais complètement transparent parce que l'opacité est d'abord
elle est inhérente aux libertés publiques. Je veux dire, que serait une société, le palais de cristal, où chacun verrait ce que l'autre fait, ce serait une société totalitaire, bêtement. La multiplication des sources d'information est évidemment un élément clé du développement du conspirationnisme. Qu'il paraît loin le temps où le journal distribué chaque matin était notre seul décodeur de l'actualité. Les théories du complot grandissent à mesure que les masses médias grandissent, croissent et se diversifient. Alors ça commence avec l'imprimerie au XVIIIe siècle, quand l'imprimerie déjà se développe. Ça se poursuit au XIXe siècle, quand on voit apparaître les journaux à grand tirage. Ça continue au XXe siècle avec la radio, avec la télévision, et puis alors mieux encore, avec la photocopie et la vidéo. Et puis alors ça va exploser à la fin du XXe siècle avec Internet. Je crois qu'Internet a tout changé, a redistribué les cartes considérablement. C'est-à-dire qu'Internet permet à des théories du complot qui existaient déjà, qui étaient en circulation auparavant, de sortir du ghetto idéologique dans lequel elles étaient confinées jusqu'alors, si vous voulez. Internet vient déverrouiller tout ça, les mettre sur la place publique et permettre à tout un chacun de s'en imbiber. Qui ici a déjà entendu parler des Illuminati? Wow. Je crois que c'est une société secrète qui organise le nouvel ordre mondial. Et leur but, c'est de nous dominer sur un plan économique comme gouvernemental, dans plusieurs domaines. Et ils utilisent plusieurs travers, comme les marques, etc. C'est le gouvernement mondial, c'est ceux qui dirigent. À ce qu'on dit, les célébrités, les personnes d'influence, les présidents, le gouvernement, des choses comme ça. Les Illuminati ont détrôné les Pokémon dans les cours de récré. La faute à qui? À Internet, bien sûr. Maintenant, vous cliquez, vous tapez Illuminati extraterrestre, et vous avez tout à disposition. Et vous rajoutez à ça que les organes de diffusion de divertissement populaire nous abreuvent là-dessus. La musique, prenez par exemple un clip de Beyoncé qui va faire référence aux Illuminati, est vu par des dizaines de millions de personnes. Tout d'un coup, ça vous donne une plateforme extraordinaire, ce qu'il n'y avait pas avant. La théorie des Illuminati, elle ne date pas de Beyoncé. Avant, ça restait confiné. Maintenant, vous avez énormément de gamins qui vont vous faire le signe avec l'œil dans le triangle en disant Illuminati. La presse papier a vite emboîté le pas au web, offrant un surcroît de légitimité à toutes les théories du complot. Mais les gens y croient-ils vraiment? Ce sentiment que le complot a pris aujourd'hui une place considérable dans la société, eh bien peut-être est-ce le fait d'une modification de nos instruments de mesure. Les médias sont peut-être plus réceptifs pour des questions qui sont d'ordre purement médiatique, à savoir que ça va permettre de faire de l'audience. C'est un sujet qui suscite un intérêt de la part du public en général. Et donc, le sentiment que nous avons que, par exemple, les gens croient plus au complot. Et peut-être le fait d'un biais cognitif, à savoir qu'on a, à partir du moment où on parle beaucoup plus d'un phénomène, on a l'impression que les gens y croient beaucoup plus, ou qu'ils y sont beaucoup plus soumis. Au moins l'un des terroristes portait une ceinture. Une forme de déstabilisation et de complot. Pas de visage, pas de parti. C'est la noyade. Le complot nous submerge. Car pour tirer son épingle du jeu dans un contexte médiatique hyper concurrentiel, tout le monde fait la chasse au buzz. La conspiration est une bonne manière d'attirer les clics. Le marché de l'information offre de plus en plus ce que les gens ont envie d'entendre, non pas parce que le marché de l'information est méchant, en réalité ce sont des acteurs comme vous et moi, simplement c'est des acteurs qui essayent de survivre sur un marché dérégulé de l'information en captant de l'attention. C'est vrai des médias officiels, mais c'est vrai de n'importe quel d'entre nous. C'est-à-dire que quand on met un post sur Facebook ou sur un réseau social, on aime bien qu'il soit partagé ou liké. On cherche à capter un peu d'attention. Et nous savons bien que le cerveau humain étant constitué comme il est, mais une information par exemple qui attire notre attention sur un danger est une information qui va devenir beaucoup plus virale qu'une information qui cherche à nous rassurer en disant tout va bien. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et place maintenant au décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko et vous vous penchez sur cet épisode
étude publiée ce matin par le journal La Croix. Le quotidien pose cette question: les Français ont-ils confiance dans les médias qui les informent? Et les résultats sont très préoccupants pour les journalistes. En termes d'usage, Internet représente la première source d'information pour un quart des Français, et ce, malgré leur défiance vis-à-vis des informations qui y circulent, et notamment sur les réseaux sociaux. À une période où la désinformation est une pratique qui se répand de plus en plus, à l'heure où des sites Internet partisans prennent les allures de sites d'infos pour véhiculer une propagande, au moment où l'on s'inquiète d'une montée des populismes, où on a vu autour des débats qui ont conduit au Brexit ou encore avec l'élection de Donald Trump. Cette étude sonne comme un rappel à l'ordre. Les journalistes ont une mission urgente: restaurer la confiance. Ça passe d'abord par un exercice nécessaire d'autocritique. L'un de ceux ayant le mieux utilisé cette stratégie est Alain Soral, le pape français de la conspiration. Qui est entièrement financé par les Saouds et financé par les partenaires, les meilleurs et les plus grands partenaires historiques de l'Empire américain. On va dire Son site, Égalité et Réconciliation, est le 250e le plus visité de France, devant bien des journaux professionnels dont il fait ses meilleurs ennemis. Ce n'est pas un hasard aujourd'hui si on dirait, on va prendre ce truc-là, la théorie du complot est quand même assez en vogue aujourd'hui, et elle est d'autant plus en vogue qu'elle n'est pas assez traitée sérieusement par les journalistes officiels. Les journalistes officiels diraient évidemment il y a des problèmes, évidemment le pouvoir ne peut pas dire exactement ce qu'il est, etc. Mais il ne faut pas aller dans le délire complet où il n'y aurait que des agents du mal, que des gens qui ne seraient là que pour faire le mal, qui feraient finalement des extraterrestres qui se transformeraient en lézards la nuit tombée, etc. Si vous faisiez le travail correctement, ce que j'essaie moi de faire, on n'aurait pas aussi cette, comment dirais-je, ce délire Internet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'il y a un manque, que ce manque n'est pas géré, et que là, effectivement, on est dans l'anarchie. On est réellement dans la démocratie, au sens dangereux du terme, la démocratie Internet. C'est-à-dire que c'est tout et n'importe quoi. Donc le pire et le meilleur. Voilà. Et là, je suis là pour essayer de sauver le meilleur. Vous voyez. La spécialité d'Alain Soral, ce sont les longues vidéos dans lesquelles il critique la vie politique, prophétise le déclin de l'Empire occidental ou dénonce le CRIF, ce lobby sioniste qui aurait mis le pouvoir à sa botte. Mais on trouve aussi chez lui quelques pépites, comme cette théorie sur un épandage mondial et organisé de produits toxiques. Je m'intéresse aux chemtrails, j'y vais doucement parce que j'attends d'avoir accumulé suffisamment de preuves. Mais je crois que c'est pas fort. Il y a des choses très troublantes, des vidéos très troublantes d'avions qui balancent des trucs, et on peut pas se dire que c'est juste une trace de condensation des réacteurs, un effet météorologique dû au taux d'humidité, machin, etc. Il est très possible que dans le projet mondialiste, qui est un projet malthusien, on le sait par les déclarations des Rockefeller, des Bill Gates, etc., que ces gens-là, leur projet est de réduire drastiquement la population mondiale. Il est très, très possible qu'ils y travaillent déjà en douce, en balançant des produits chimiques qui, à terme, font baisser le taux de fécondité des humains sur la planète. Effectivement, moi, j'agace parce que j'aide les gens à comprendre. Et j'aide les gens à comprendre une réalité, effectivement, qui montre du doigt un pouvoir relativement illégitime, des relais du pouvoir relativement menteurs, une lâcheté, une trahison, etc. Donc, plutôt que de m'apporter la contradiction, ce qui n'est pas facile, parce que je pense que je suis un bon débatteur, pendant des années, j'ai été respecté pour ça, et mes livres se sont vendus pour ça. On me diabolise, et effectivement, pourquoi je survis? Bonne réponse, parce qu'il y a Internet. Je pense que il y a 20 ans, j'aurais disparu totalement, effectivement. Le miracle Internet. Alain Soral est le symbole d'un rejet de l'autorité du savoir que représentait le professeur ou le journaliste. Ses références intellectuelles, mêlées à des affirmations sorties du chapeau et teintées de gouaille populaire, l'ont élevé au panthéon du savoir anti-système. Sans doute que l'outil Internet a une forme de responsabilité, effectivement, dans le nivellement des savoirs, des connaissances, et dans le fait que, on a de plus en plus de mal à distinguer entre des sources fiables et des sources qui ne le sont pas. Mais Internet est sans doute pas le seul responsable, si vous voulez. Je pense qu'il y a aussi un air du temps relativiste qui aide à ça. Well, let's now talk to political journalist and author Gerold O'Coleman, who joins us from Paris this evening. Thanks very much for joining us again on RT International. You're in the French capital. What's the mood and atmosphere in the city right now? La guerre d'information que se livrent les grandes puissances mondiales n'aide pas à y voir plus clair. Prenons par exemple Russia Today, la chaîne du Kremlin. Elle inonde nos réseaux sociaux avec sa propre version de l'histoire.
by terrorists funded, armed and trained by Western intelligence agencies. There is no such thing as ISIS. ISIS is a creation of the United States. We know that from official sources of the US military themselves. Declassified documents from the Defense Intelligence Agency have confirmed that. On est presque tous dans la falsification des faits. J'ai envie de dire que c'est un peu ça le basculement. On a passé de l'ère du désaveu à l'ère de la falsification. Et que ça c'est relativement récent. En réalité, le public ne fait plus la différence entre les faits et les opinions, entre ce qui est avéré et ce qui est juste affirmé. Ce qui permet, quand on va jusqu'au bout, d'accuser les Chinois d'avoir inventé le réchauffement climatique. N'est-ce pas, Mr. Trump ? Passons, si vous le voulez bien, au 11 septembre. Les attentats ont eu lieu il y a 8 ans. 11 septembre 2001. Sur ce drame, une personne sur 2 pense qu'on nous cache quelque chose. Mais nous n'y pouvons rien, nous sommes des enfants de l'esprit des Lumières, alors on doute. On doute même beaucoup. Je pense que ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 et la version officielle qui a été donnée par les Américains est obligatoirement questionnable. Il faut absolument se poser la question. On ne peut pas prendre l'information officielle de manière... pour argent comptant. On ne peut pas, c'est impossible. Il suffit d'examiner ce qui s'est passé cette journée pour se poser des questions. Et le problème, c'est que les réponses n'ont pas été données par les commissions officielles américaines. Au fond, un des fondateurs des temps modernes, un des penseurs radicaux des temps modernes, c'est Descartes. C'est-à-dire, ce philosophe qui a commencé par dire qu'il fallait douter de tout ce qu'on a reçu auparavant comme croyance assurée. Douter de tout. Nous sommes imprégnés par cette conception moderne sur laquelle les apparences peuvent être trompeuses. Et il faut aborder toutes les opinions, toutes les vérités qu'on nous présente avec un certain type de méfiance, une volonté de remettre en cause ce qui pourrait être une vérité reçue et donc une erreur. Galileo's law of falling bodies calculates the time in which an object will travel a certain distance in complete freefall. Distance, d, equals 16.8 times time in seconds squared. The South Tower was 1,362 feet tall. 1362 equals 16.08 times 84.7, or 9.2 seconds. Cette vidéo est extraite d'un documentaire appelé Loose Change, visionné plus de 150 millions de fois. Elle nous démontre, à l'aide de calculs savants, que les tours qui tombent à la vitesse de la chute libre ont été dynamitées de l'intérieur. Après tout, pourquoi pas ? S'interroger sur les événements ou penser qu'il peut y avoir des logiques cachées, c'est tout à fait raisonnable, j'ai envie de dire. Il n'y a de sens que du caché, disait Gaston Bachelard. Et donc, on peut voir une affinité, si vous voulez, de loin en tout cas, entre la démarche complotiste et celle de la science, si vous voulez. Maintenant, la science, elle a des méthodes, elle a des protocoles. Peu de temps après la vidéo Loose Change, une autre vidéo apparaît sur le net qui la remet en question, mais en s'appuyant sur le doute méthodique de la science, le vrai cette fois-ci, celui des scientifiques. Nous sommes rassurés. Mais voilà que la vidéo qui discrédite la vidéo du complot est elle-même discréditée par une nouvelle vidéo avec à l'appui toujours plus d'arguments présentés évidemment comme scientifiques. Comme dans un jeu de miroir, notre monde se complaît dans un doute hyperbolique qui donnerait le tournis à Descartes. Une des caractéristiques des théories du complot contemporaines, et c'est ce que permet notamment Internet, c'est pour ça qu'elles ont une si grande vitalité dans notre monde contemporain, c'est ce que j'appelle les millefeuilles argumentatifs. En quoi ça consiste? C'est simple, c'est le fait d'agréger en réalité un certain nombre d'arguments, des dizaines voire des centaines d'arguments, non pas pour prouver quelque chose, mais pour, disons, créer des fissures dans la version officielle des faits. Je vous en donne un exemple. Les attentats de Charlie Hebdo ont été, comme vous le savez, le sujet d'un certain nombre de suspicions. Et j'ai pu mesurer que le premier jour, le 7 janvier, il y avait déjà plus de 20 arguments en faveur de la théorie du complot. Premier point, pourquoi deux personnes qui auraient fait comme par hasard le djihad auraient voulu attaquer la rédaction de Charlie Hebdo pour des caricatures du prophète Mahomet pratiquement 10 ans après? Numéro 2, comment était-il au courant que le mercredi précisément vers 11 h, la rédaction du journal était tout réunie? Numéro 7, qui est cette personne qui filme d'une fenêtre, comme s'il filmait une scène de cinéma, sans trembler,
sans être apeuré, en filmant le tout début de l'arrivée des 2 personnes jusqu'à leur remontée dans la voiture. Était-il là à attendre l'arrivée des meurtriers, lui aussi sachant ce qui allait se passer? Songez que 4 jours après ces attentats, j'ai pu dénombrer plus de 100 arguments différents en faveur de la théorie du complot. Sur la carte d'identité retrouvée, on remarque que le suspect mesure 1,69 m, mais les 2 terroristes semblent plus grands. Donc vous voyez, c'est pas du tout comme ça que marche par exemple la science ou une démonstration scientifique. Ce sont des individus qui souvent singent la pensée méthodique, mais qui la caricaturent en quelque sorte. Et ils croient être animés par une forme de rationalité. Ils ont raison en ce sens, il y a bien une forme de rationalité là-dedans, mais c'est plutôt la face obscure de la rationalité. Vous trouvez pas ça bizarre de retrouver une pièce d'identité? Vous trouvez vraiment que ceux qui ont fait ça, ils sont assez cons pour se dire bah allez tiens, je vais partir avec mon permis puis ma pièce d'identité, on roule dans une voiture volée, mais bon, quand même c'est important de ramener son permis de conduire et sa pièce d'identité. Franchement, c'est pas ridicule. Les théories du complot, ou ceux qui les produisent, sont des rejetons un peu turbulents de la modernité et de cet esprit moderne qui est à la fois fondé sur le doute, le doute à l'égard des énoncés produits par des autorités quelconques, et puis l'esprit critique, c'est-à-dire je vais investiguer, je doute, et puis après j'ai des outils pour pouvoir investiguer ce que l'on m'a raconté, et donc je vais essayer de me forger ma propre opinion. Afin de donner aux plus jeunes des outils pour douter de manière méthodique, Rose-Marie Farinella, institutrice en Haute-Savoie, a développé un cours d'esprit critique. Qui a entendu parler de la zone 51? C'est la plus grande base du monde. Et il y en a qui disent que c'est trafiqué avec les aliens et que c'est un complot Illuminati nazi. Illuminati, nazi et aliens. Ce qui est important pour moi, c'est que vous arriviez à vous poser des questions, des bonnes questions, plein de questions. En fait, on est un cours. Ce cours-là, c'est pour apprendre à se poser des questions et à bien observer. Alors, est-ce que vous croyez que c'est 2 photos qui sont réelles ou est-ce que c'est un photomontage Tu penses que c'est un photomontage? Donc, on lui a rajouté quoi ou on lui a enlevé quoi? Sur la première photo, il a un gilet explosif. Et qu'est-ce qu'il tient dans la main alors? Est-ce que c'est... on a l'impression que c'est une tablette? Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est un livre de religion. Un livre de religion. Cette photo a été diffusée sur Internet. Et il y a quelqu'un qui a modifié sa photo et qui lui a rajouté une ceinture d'explosifs. Pourquoi quelqu'un a fait cette transformation et a menti sur la légende, à votre avis? C'est pour faire croire que c'est quelqu'un de Daesh. Peut-être que c'est une personne qu'il n'aime pas et qui veut qu'il... C'est quelqu'un qui n'aime pas qui? Le monsieur et qui veut... C'est quelqu'un qui n'aime pas ce monsieur? Oui. C'est quelqu'un qui lui veut du mal et qui veut faire croire que ce jeune homme est un... djihadiste. Nous travaillons pour une agence gouvernementale clandestine à gros budget. Alors la science, oui. Mais quand on parle aliens, assassinats, sociétés secrètes et intérêts cachés, notre complotite aiguë ne serait-elle pas aussi le fruit de notre overdose de cinéma? La fiction, elle est ambiguë. La fiction qui place au cœur des énigmes policières, par exemple, ou des films d'espionnage, etc., le motif du complot, eh bien cette fiction, elle est ambiguë, en tout cas elle a des effets ambigus, parce que d'une part, elle met à distance en fait la figure du complot de la réalité, donc elle l'ancre dans l'imaginaire, et en même temps, elle nous la rend très très familière, cette figure du complot. X-Files, par exemple, Da Vinci Code de Dan Brown et d'autres productions littéraires, cinématographiques, ont un rôle de première importance dans la diffusion contemporaine du conspirationnisme et dans la manière, dans la représentation conspirationniste du monde. Cette organisation, vous connaissez son nom? Elle s'appelle Spectre. Et savez-vous qui fait le lien entre tous ces gens? Moi. Bienvenue, James. 1000 fois vous avez croisé mon chemin, mais sans jamais me voir. Vous en avez mis du temps.
historiquement, dans la tête des gens, je pense que d'un côté, vous aviez l'information délivrée par les médias officiels, les journaux télévisés, la radio, et puis de l'autre côté, la fiction. Les choses étaient, on avait des champs. Les lignes ont bougé, et il y a eu une interpénétration, c'est-à-dire qu'en gros, des gens vont essayer de trouver la vérité dans un épisode d'Homeland ou d'House of Cards sur la politique américaine, et en revanche, ils ne croiront pas le journaliste politique qui va vous décrypter la politique américaine. Là, c'est symptomatique. Je pense qu'on n'avait pas forcément ça avant. Donc là, interpénétration, imaginaire et réalité. Ce qui est nouveau, c'est que d'une part, on a une perte de confiance dans le domaine de l'information, et d'autre part, ces séries télé ou de la fiction, ce qu'on écrit, sont de plus en plus documentées, s'inspirent de faits réels. Et c'est là où ça devient extrêmement complexe, parce que on peut avoir l'apparence de la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Bon, le danger, c'est au fond, comme le disait Paul Valéry, ce qui est plus dangereux que le faux, c'est le faux mêlé au vrai. Et c'est précisément ça l'imaginaire du complot. Si la fiction et le réel se mélangent si bien, c'est qu'on aime tous se raconter de belles histoires. Pourquoi rester spectateur quand on peut soi-même devenir un héros ? Le complot est une fiction qui permet de jouer enfin un rôle dans une société qui ne nous valorise pas assez. On peut rechercher le même plaisir quand on invente une conspiration dans un ouvrage de fiction. Je pense que certains adeptes des théories du complot qui vont essayer de trouver une véritable conspiration dans une affaire bien réelle. Je pense que le mécanisme de storytelling est souvent le même. Oui, parce que vous avez à la base un secret, vous avez des méchants très importants, la figure du méchant, du salopard, ce que vous voulez, qui est de là, qui nous dit, voilà, c'est lui qui empêche la vérité, c'est lui qui détient le secret, et vous avez la figure du héros qui va trouver la vérité. Le conspirationniste, il est lui-même le héros. Il est lui-même celui qui va dire « je veux trouver la vérité ». Donc, en ce sens, oui, vous avez des mécanismes similaires. C'est assez troublant, d'ailleurs. En nous faisant traverser l'écran, le mythe du complot permet de satisfaire notre besoin le plus profond, l'unicité. Autrement dit, l'envie de se distinguer des autres, d'être unique. D'abord, vous êtes au-dessus du troupeau, c'est-à-dire que vous comprenez le monde, vous décryptez le monde, vous avez un degré de compréhension, de culture, de connaissance que les autres n'ont pas. Et en plus, cette connaissance permet d'enchanter votre quotidien, car elle vous fait découvrir qu'on est dans un monde finalement beaucoup plus palpitant qu'on pourrait l'imaginer. Et donc, ça donne l'impression qu'on possède ce savoir absolu, ce savoir ultime, sur ce qui fait marcher le monde. Et donc, on est quasiment en position divine, en position de surplomb, de survol. On est doté d'une sorte de super pouvoir, puisqu'on est plus puissant que les maîtres puissants secrets du monde. Plus puissant qu'eux, puisqu'on les a démasqués et qu'on voit clair dans leur jeu, que donc on pourra les combattre et les détruire. L'année de ta naissance, une prophétie annonçait la venue au monde d'un chef qui viendrait nous libérer. Ce chef, c'est toi, Moïse. Et si le complot nous permettait de devenir l'élu, celui chargé de guider le peuple vers la lumière? Face à la complexité du monde, à une quête de sens qui nous fuit toujours, le complotisme est la nouvelle vérité révélée. Et le complotiste, son prophète. Mais n'oubliez jamais, la vérité est ailleurs.